Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va corriger l'épreuve du CNC de la filière Psy de la session 2023. Donc, on va commencer par l'exercice préliminaire qui porte sur le nombre parfait. Donc, x étant un entier strictement positif, un entier i est un diviseur strict de x si i divise x et i différent de x. Par exemple, les diviseurs stricts du nombre 8 sont 1, 2 et 4. Question 1, on demande d'écrire la fonction district de x qui reçoit en paramètre un entier strictement positif x et qui affiche les diviseurs stricts de x. Qui affiche, ça veut dire qu'on va utiliser la fonction print, une fonction qui ne retourne rien. Donc la fonction s'appelle district de x. Il faut bien respecter le nom de la fonction. Donc question 1, district de x. Les diviseurs stricts de x appartiennent à l'intervalle de 1 inclus jusqu'à x non inclus. Pour toutes les valeurs de 1 jusqu'à x moins 1, on peut également remplacer x par ici par x sur 2 division entière plus 1. Donc le dernier diviseur strict de x, c'est x sur 2. Sinon, on peut garder la fonction comme ça. Donc si x modulo i, pour toutes les valeurs de i de cet intervalle, si x modulo i est égal à 0, ça veut dire que x est un diviseur strict de x, c'est un diviseur de x, il suffit de l'afficher. Si par exemple, on fait appel à diviseur strict de x pour la valeur de l'exemple donné, c'est-à-dire 8, on va afficher 1, 2 et 4. Question 2. On demande de déterminer la complexité de la fonction district de x avec justification. Dans ce type de question, ce qu'on demande généralement, c'est de revoir le code qu'on a écrit et de l'analyser. Donc, question 2, la fonction qu'on a écrite, la fonction district, contient une boucle or cette boucle répète de l'ordre de x, puisque c'est une boucle en fonction de x, il répète de l'ordre de x fois un test conditionnel dans lequel, dans le test conditionnel, il y a une fonction d'affichage ou bien de sortie. C'est-à-dire que ce sont des instructions élémentaires. Cette fonction est donc en grand taux de x. On répète x fois des instructions élémentaires qui ne modifient pas le compteur. Le seul travail que ces instructions, que ce test conditionnel fait, c'est d'afficher la valeur de ici, i est un diviseur strict de x. Donc, la fonction est de complexité linéaire. C'est un nombre constant d'instructions multiplié par x. C'est donc une fonction de complexité linéaire. Ça en ce qui concerne la complexité. Question suivante. Question suivante, on demande cette fois d'écrire la fonction somme district de x qui reçoit en paramètre un entier strictement positif x et qui retourne. Dans la première question, on a demandé une fonction qui affiche, c'est pour ça qu'on a utilisé print, mais cette fois c'est une fonction qui retourne, et qu'est-ce qu'il retourne? Elle retourne la somme des diviseurs stricts de x. Au lieu de les afficher, cette fois on va les sommer. Donc la fonction s'appelle div somme
div strict. On va sommer plusieurs valeurs. On commence par créer un compteur ou bien une variable qui reçoit l'élément neutre de la somme, c'est-à-dire 0. Ensuite, toutes les valeurs, même intervalle, de 1 jusqu'à x moins 1. Si x modulo i, cette fois, est égal à 0, on va ajouter i à la variable s. S plus égale i, ou bien s, on peut l'écrire également s égale à s plus i. Dans ce contexte, il n'y a pas de différence entre les instructions. S plus égale à i ou s égale à s plus i. On sort de la boucle et on renvoie cette somme. On peut voir ça pour un exemple donné. Somme div strict de 8, ça doit afficher la valeur 7. 1 plus 2 plus 4. Voilà. Question suivante. Un entier strictement positif, x est parfait, si x est égal à la somme de ses diviseurs stricts. On demande d'écrire la fonction parfait de x qui reçoit en paramètre un entier strictement positif x et qui retourne true si x est parfait, false sinon. Il suffit de tester est-ce que parfait de x, est-ce que on va utiliser la fonction somme div strict. Est-ce que x est égal à la somme de ses diviseurs stricts? Si c'est le cas, on va renvoyer true. Sinon, on peut renvoyer directement la valeur de la condition. Comme on le dit toujours, if condition return true, else return false peut être remplacé par la valeur de la condition, puisque la condition est une variable, une valeur, une expression booléenne. Par exemple, si on utilise parfait de la valeur 6, voilà. Pour la valeur 28, c'est true. Pour la valeur 6 également, c'est true, puisque les diviseurs stricts de 6 sont 1, 2 et 3. Et 1 plus 2 plus 3, la somme des diviseurs stricts de x, c'est égal à x, c'est égal à 6. Voilà. Somme suivante. Écrire la fonction compte parfait de L qui reçoit en paramètre une liste L d'entiers strictement positifs, tous différents. La fonction retourne le compte des nombres parfaits de L. Compte parfait de 25, 28, 123, 16 retourne 2, puisqu'il y a dans cette liste que deux valeurs qui sont considérées comme des nombres parfaits. Donc c'est une fonction qui reçoit en paramètre une liste L d'entiers et qui retourne le compte, c'est-à-dire le nombre de valeurs parfaites de L. Compter, c'est tout simplement une somme particulière. Une somme particulière, ça veut dire qu'il faut utiliser une variable initialisée à 0. On va parcourir la liste L. Et pour parcourir la liste L, vous avez deux choix. Soit par indice, for i in range, on va parcourir toute la liste, donc len de L. Et par la suite, il faut faire un traitement en fonction de L de i, l'élément de L à la position i. Sinon, si vous n'avez pas besoin des indices, vous pouvez directement écrire un parcours par valeur for x in L tout simplement. On va utiliser la fonction parfait pour vérifier que x est, si x est parfait ou non. Donc si parfait de x, on renvoie true. Parce qu'on va faire, on va incrémenter le compteur, c'est-à-dire ajouter 1. Tout à l'heure, on a ajouté i parce qu'on a sommé les valeurs de i. Cette fois, on va les compter. On va ajouter 1. On sort de la boucle et on renvoie la valeur du compteur. Compte parfait de cette liste, par exemple, ça doit renvoyer la valeur 2. On va vérifier ça. Voilà. Question suivante, c'est la dernière question.
de cet exercice, qui a la fonction liste parfaite de n qui reçoit en paramètre n entier n strictement positif. La fonction retourne une liste P qui contient tous les nombres parfaits inférieurs strictement à n. Une fonction qui renvoie une liste donc on va créer une liste vide, puisqu'on va envoyer une liste qui sera remplie par des valeurs pour in range de 1 jusqu'à n non inclus, donc on va écrire n. Si i est un nombre parfait, on va l'ajouter à p avec la fonction append. Une fois on a fait ça pour toutes les valeurs de i, on sort de la boucle et on renvoie cette liste p. Par exemple, liste parfait de 500, l'exemple qu'ils ont donné, ça donne les valeurs 6, 28 et 496, qui sont les mêmes valeurs données par l'exemple. Voilà pour cet exercice. Donc on va passer à la partie suivante. Donc nous allons passer par la suite à la partie 1, base de données et langage SQL, qui est une partie commune à l'épreuve des trois filières MP, PSI et TSI. La partie base de données porte sur les élections. Dans un groupe de plusieurs personnes, on propose d'organiser des élections selon les règles suivantes. Une personne peut voter pour n'importe quelle personne, y compris pour soi-même. Une personne a le droit de voter 2 fois, mais pas pour la même personne. Notez bien, les candidats aux élections sont des personnes pour qui on a voté. Pour gérer les résultats de ces élections, on propose d'utiliser une base de données composée de 2 tables. Table personne et table votée. Vous avez la description de chaque table, description détaillée avec les données, un extrait des données de chaque table. Première question, on demande d'écrire une requête SQL qui permet d'ajouter dans la table personne les enregistrements suivants. Ajouter des enregistrements ou bien ajouter des données dans une table, c'est la requête insert. Il y a plusieurs syntaxes pour écrire cette requête. Donc, par exemple, insert into. Le nom de la table, c'est la table personne, values, et on donne les valeurs selon l'ordre de leur apparition dans la base de données. Première personne, il a le code 123, c'est un entier, donc pas besoin de l'encadrer entre les simples codes. Le nom, le prénom et le genre, par contre, sont des chaînes de caractères. Il faut impérativement utiliser les simples codes. Ici, Myriam, de genre féminin. Pour respecter la classe donnée par l'énoncé, majuscule, c'est majuscule et minuscule également. Myriam et le genre féminin. Donc vous avez deux choix, soit on met point virgule et on va faire de même pour la deuxième ligne, soit on met virgule et on donne le deuxième tuple qui représente la deuxième personne. Deuxième personne, c'est 138. Le code, c'est un entier 138. Le nom, Cora. Le prénom, Ahmed. Et le genre, masculin. On rappelle que SQL n'est pas sensible à la casse pour les commandes. Vous pouvez écrire les commandes en minuscules, en majuscules, comme vous voulez. Par contre, il faut faire attention aux valeurs des chaînes de caractères. La casse doit être respectée. Ça, en ce qui concerne la question 1. Dans
La question 2, c'est une question qui concerne la partie algèbre relationnelle. On demande d'écrire la requête qui donne les codes, les noms et les prénoms des personnes qui ont voté pour le candidat ayant le code 394. La première règle dans une requête en algèbre relationnelle ou bien en SQL, c'est qu'il faut bien identifier les tables qu'on va utiliser dans notre requête. Ici, on demande les codes, les noms et les prénoms des personnes. Le code, le nom et le prénom des personnes, ça se trouve dans la table personne, donc forcément, on va utiliser la table personne. On cherche le code, le nom et le prénom des personnes qui ont voté pour le candidat ayant le code 394. Donc 394, c'est le code C dans la table vote. On va chercher le code P à partir de cette table, des personnes pour lesquelles le code C c'est 394. L'essentiel, c'est qu'on va utiliser les deux tables. Par utilisation de deux tables, donc forcément, il y a la notion de jointure entre les deux tables. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser la notion de jointure entre les deux tables, table personne et table vote. Et pour faire une jointure entre deux tables, il faut que ces deux tables aient une colonne en commune. Une colonne commune. Ici, ça se trouve que le code qui est la clé primaire de la table personne, il correspond au code P de la table vote. Donc on fait une jointure entre les deux tables, à condition que le code de la table personne soit égal au code P de la table vote. On rappelle que dans la jointure, on va avoir une nouvelle table dont les colonnes sont les colonnes des deux tables participantes à la jointure, c'est-à-dire la table personne et la table vote. Et dans les lignes, c'est la concaténation de chaque ligne de la première table, la table personne, avec toutes les lignes de la table vote qui respectent la condition. Bien sûr, on n'est pas intéressé par toutes les lignes de cette relation, de cette nouvelle table, de ce résultat. On est intéressé par les lignes pour lesquelles le code C est égal à 394. Donc on va prendre cette relation et on va faire une sélection sur le résultat de cette jointure pour lequel le code C est égal à 394. Ensuite, ce qu'on a demandé dans la question, c'est le code, le nom et le prénom. On n'a pas besoin de toutes les colonnes résultantes de la jointure, c'est-à-dire les colonnes de la table personne plus les colonnes de la table vote. On a besoin du code, du nom et du prénom. Puisqu'on a besoin d'un sous-ensemble de colonnes à partir d'un ensemble de colonnes, on va faire une projection sur le résultat de cette sélection, ce qui donne le résultat suivant. Ça, en ce qui concerne la requête utilisant les opérateurs de l'algèbre relationnelle. La question suivante, ou les questions suivantes, question 3. On demande d'écrire la requête SQL qui donne les codes, les noms et les prénoms des personnes qui ont voté pour le candidat ayant le code 394. C'est la même chose que la question 2, sauf que c'est en SQL. Et plus on demande de trier les résultats par ordre croissant des codes. Pas de même, on demande le code, le nom et le prénom des personnes qui ont voté pour le candidat ayant le code 394, donc utilisation de deux tables. Donc ce qu'on va faire, donc select, donc à côté de select, on va écrire toutes les colonnes qu'ils ont demandé, le code, le nom
et le prénom. Puis, dans la classe from, on écrit toutes les tables qu'on va utiliser. Ce sont les deux tables personne et vote. Puisqu'on a deux tables dans la clause from, ça veut dire qu'on va faire une jointure. Donc la première chose à laquelle il faut penser, c'est la condition de jointure. Donc code est égal à code P. Et par la suite, on peut penser aux autres conditions. Puisqu'on a demandé le code, le nom et le prénom des personnes qui ont voté, c'est-à-dire ça concerne le champ code P de la table vote, pour le candidat ayant le code 394. Donc 394, c'est le code du candidat, c'est code C. Donc on va ajouter une condition de sélection. Code C égale à 394. On a demandé de trier les résultats par ordre croissant du nom. Donc on va utiliser la clause order by. Order by code. C'est ordre. Cet ordre doit être donné par ordre croissant. Donc soit vous mettez ASC, c'est l'ordre ascendant, croissant. Soit vous ne mettez rien, c'est la valeur par défaut. Question 4. Donc on demande d'écrire la requête SQL qui donne les codes, les noms, les prénoms et les genres des candidats dont le nom contient au moins 5 caractères et le deuxième caractère du nom est A. Le résultat doit être trié dans l'ordre alphabétique des noms et des prénoms. Donc on demande les codes, les noms, les prénoms et les genres. Le code, le nom, le prénom, c'est-à-dire que on demande d'extraire toutes les colonnes de la table personne. Puisqu'on cherche, on ne cherche que les candidats, ça veut dire que il faut que ce code-là appartient à la colonne code C de la table vote. Qui veut dire qu'il faut faire une jointure entre les deux tables. Donc, ce qu'on va écrire, on va écrire select. Bien sûr, dans la clause from, on va utiliser les deux tables, c'est-à-dire la table personne. On va lui donner un nom, P par exemple. C'est un alias, c'est un nom temporaire. Table vote, on va lui donner comme nom V. On va sélectionner toutes les colonnes de la table personne, donc c'est P.étoile pour éviter de citer toutes les colonnes. Premièrement, la condition de jointure, donc P.code égale V.C. Pour chaque fois revenir à la table pour voir comment ces colonnes s'équipent. Respecter la manière d'écriture des colonnes. Pas respecter les accents, respecter le nom de la colonne, mais pour les majuscules, minuscules, le SQL n'est pas sensible à la classe. Vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Donc on demande les noms, les prénoms et les genres des candidats dont le nom contient au moins 5 caractères. Et le deuxième caractère du nom est un A. Donc on a une condition where p.nom like au moins 5 caractères, donc on va écrire underscore. Deuxième caractère du nom c'est un A. Troisième est inconnu, le quatrième est inconnu, le cinquième également. Puis pourcentage pour le reste. On rappelle que le caractère underscore, il remplace exactement un caractère inconnu. Le symbole pourcentage, il remplace un nombre non déterminé de caractères inconnus, de 0 jusqu'à un nombre défini à travers les valeurs de la base de données. Ça veut dire que le minimum
ces 5 caractères, le maximum, c'est en fonction des valeurs de ce champ dans la base de données. On a demandé de trier le résultat par nom et par prénom. Faire de by, nom, prénom. On rappelle que lorsqu'on trie selon 2 colonnes en plus, on ne passe à la deuxième colonne que si on trouve deux personnes, deux résultats, 2 lignes qui ont la même valeur pour le nom. Ici, on a qui ni l'ordre ascendant ni l'ordre descendant. Ça veut dire que par défaut, on va faire le tri par ordre ascendant, c'est-à-dire l'ordre croissant. C'est le tri par ordre alphabétique. Voilà pour cette question. Question 5. On demande d'écrire la requête SQL qui donne les codes, les noms, les prénoms des personnes du genre masculin qui n'ont pas voté. Donc on cherche le code, le nom et le prénom des personnes, donc c'est la table personne du genre masculin, c'est une condition, qui n'ont pas voté. Les informations sur les votes sont enregistrées dans la table vote. Ça veut dire que dans ce cas, on va utiliser les deux tables. On va sélectionner les noms et les prénoms et le code des personnes masculines dans le code P, dans la table vote. Donc le code n'existe pas dans le code P de la table vote. C'est-à-dire qu'on va écrire question 5, select code, nom, prénom, from la table personne. La condition, c'est que le code de la table personne n'existe pas dans la liste des codes P. À partir de la table vote. Une deuxième condition, c'est que code genre soit égal à 1M. Ce sont des personnes masculines dont le code n'existe pas dans la table vote. Voilà pour cette question. Donc je rappelle que pour cette question, pour l'épreuve de MP, ils ont demandé les personnes de genre masculin qui n'ont pas voté. Et pour l'épreuve de psy, ils ont demandé les personnes du genre féminin. Pour l'épreuve de TSI également. Donc aucune différence qu'on va modifier dans la requête, c'est le genre. Au lieu de M, on va saisir F. Voilà. Question suivante. On suppose qu'un candidat a réussi d'obtenir plus de 50% du compte total des votes exprimés. On demande d'écrire la requête SQL qui donne le code, le nom et le prénom et le genre, le code, le nom, le prénom et le genre de ce candidat. Là, il y a plusieurs manières de le faire également. Par exemple, on va sélectionner cette fois également. On va utiliser les deux tables personne et vote. On va utiliser des alias pour les tables pour éviter des noms trop longs. Donc on va dans la clause com utiliser la table personne. Vous pouvez utiliser l'opérateur as p, indirectement avec espace vote as b. Comme ça, on va dans la clause select utiliser la notation pointée pour sélectionner toutes les colonnes. Donc P pour étoile au lieu de
devoir préciser toutes les colonnes de la table personne. Donc c'est P.étoile pour exprimer qu'on va extraire toutes les colonnes de la table personne. Select P.étoile, donc personne as P, vote as V. Et par la suite, il faut, puisqu'on a utilisé le table, il faut la condition de jointure, P.code égale V.code P. Là, ce qu'on va faire, on va faire un groupement par code candidat. Un groupe by code C, donc V.code C, pour être précis. Bah, pour chaque numéro de candidat C, on va regrouper toutes les lignes qui concernent ce candidat dans un sous-ensemble, puis on passe au deuxième candidat, on fait de même, et ainsi de suite. Par la suite, on va compter ces lignes. On va appeler ça N par exemple. Ensuite, bah, on aura le nombre de votes pour chaque candidat. Bah, il suffit de trier ces valeurs par ordre décroissant. Ordre décroissant, descendant, puisqu'on a dans l'énoncé supposé qu'il y a un candidat qui a réussi à obtenir plus de 50% du compte total des votes, un seul, ben, il suffit dans la requête, après avoir trié les résultats par ordre décroissant, de limiter les résultats qui seront affichés à une seule ligne. Ce sera la ligne du candidat concerné. Ça, c'est pour la question 6. La dernière question de cette épreuve, question 7. On suppose qu'aucun candidat n'a réussi d'obtenir plus de 50% du compte total des votes exprimés. On demande d'écrire la requête SQL qui donne le plus grand, le plus petit et la moyenne des comptes de vote des candidats. Là également, ce qu'on va faire, on va utiliser les fonctions d'agrégation. Donc on va utiliser la fonction min de n, max de n, et la moyenne average de n, from. Dans la clause from, on va créer une requête select. On va compter les votes de chaque candidat. Donc count étoile as n, from vote personne, where code égale code P, where code égale code P, group by code C. Faire de cette manière. Voilà. Donc la sous-requête qu'on a ici, son objectif c'est de compter le nombre de lignes
des deux tables votées personne. Après avoir fait une jointure pour savoir qui a voté pour qui, on fait un groupement par code C. C'est-à-dire pour la même personne, le même candidat, va occuper toutes ces lignes, c'est-à-dire on aura toutes les lignes pour lesquelles on a fait un vote pour lui, et on va créer un sous-ensemble qui le concerne. Et on va faire ça pour chaque candidat. On va sélectionner à partir de cette requête la valeur minimale, la valeur maximale et la moyenne de ces comptes. Voilà pour l'épreuve de la partie base de données. On va passer par la suite à la partie calcul numérique et simulation. Donc on va passer à la partie 2, calcul numérique, qui porte sur l'interpolation de Lagrange. Dans cette partie, on suppose que les modules NumPy et matplotlib.pyplot sont importés grâce aux deux instructions suivantes. On rappelle que ces deux instructions, si vous voulez les utiliser dans vos programmes, vous n'allez pas les écrire dans vos réponses, sont supposées données. Donc, en analyse numérique, les polynômes de Lagrange, du nom de Joseph Louis Lagrange, permettent d'interpoler une série de points par un polynôme qui passe exactement par ces points. Étant donné n points dans le plan x0, y0 jusqu'à xn-1, yn-1, avec les xi distincts 2 à 2, l'interpolation de Lagrange permet de construire un polynôme L de degré n-1 au plus et qui passe par ces points. L de xi égale à yi. La formule du polynôme L est la suivante. Question 1. Tout comme les autres sujets des filières TSI et MP, on demande d'écrire la fonction découpe de P qui reçoit en paramètre une liste P de tuples qui représente les points interpolés. La fonction retourne deux vecteurs x, y qui contiennent respectivement les abscisses et les ordonnées des points de P. Donc, on va écrire découpe de P, une fonction qui renvoie de listes. Donc, on peut écrire x, on crée des listes vides. Comme on va remplir de listes, on commence par créer deux listes vides. Et par la suite, pour tous les éléments de P, pour les points de P, pour x in P, x est un tuple. On va ajouter à la liste grand X, grâce à la méthode append, l'abscisse de x, c'est-à-dire x de 0, et à y, l'ordonnée de x, c'est-à-dire x de 1. On va faire ça pour chaque point petit x de P. Une fois on a terminé la boucle, on a terminé le traitement de tous les points de P, on sort de la boucle et on renvoie les deux listes créées. Ensuite, on demande d'écrire la fonction produit de x, petit x, grand X, j, qui reçoit en paramètre un réel x, le vecteur grand X contenant les abscisses des points à interpoler, et un entier j qui représente un indice dans x. La fonction calcule et retourne la valeur du polynôme suivant, du produit suivant. Produit de 0 jusqu'à n-1 de x moins xi sur xj moins xu avec bien sûr j différent de i. Donc on va faire produit de petit x, grand X et j. Comme il s'agit d'un produit, donc on va commencer par initialiser le produit variable à 1. Ensuite, on va calculer le nombre d'éléments de la liste X, la liste des points, des abscisses des points interpolés. Et on va boucler à travers la formule qu'ils ont donnée, c'est de 0 jusqu'à n-1, en s'assurant que I est différent de J. Donc, for I in range de n.
Si I est différent de J, P reçoit P fois, donc c'est X moins XI, donc X moins grand X de I, c'est grand X de J moins grand X de I. Donc, X moins grand X de I divisé par X de J moins grand X de I. De la même manière, on va faire ça pour tous les éléments de la liste X, grand X, sauf pour l'élément X de J. Une fois on a calculé ce produit, on sort de la boucle et on envoie la valeur de P. Voilà pour ce produit. Question suivante, on demande d'écrire la fonction L de petit xp qui reçoit en paramètre un réel x. La liste P des tuples qui représentent les points interpolés, la fonction retourne la valeur de l'expression suivante. Donc c'est la valeur de l'élément qu'on vient de calculer, multiplié par y de j pour j allant de 0 jusqu'à n-1. Ça veut dire qu'on va forcément utiliser la fonction de la question 2. Donc, on va définir notre fonction, ça s'appelle L, qui prend en paramètre un réel x et la liste des points interpolés P. On va commencer par découper la liste P en utilisant la fonction découpe en deux listes. On calcule le nombre d'éléments de x ou bien de y. Ce qu'on va calculer ici, c'est sigma, c'est une somme. Donc c'est y0 fois le produit de 0 jusqu'à n-1 avec i différent de 0 de cette valeur, plus y de 1 fois le produit de i égale à 0 jusqu'à n-1 de cet élément pour i différent de 1, et ainsi de suite. Donc c'est une somme en fin de compte. Une somme, il faut créer une variable initialisée à 0, et par la suite, pour toutes les valeurs de 0 à n-1 pour j, donc pour j in range de n, s plus égale, donc s égale à s plus y de j multiplié par la fonction produit de x grand X j. De la même manière, comme toujours, on va laisser la boucle faire ce travail pour toutes les valeurs de j. Une fois on l'a fait, on renvoie la valeur de s. Ça en ce qui concerne la fonction L. La dernière question de cette partie de calcul numérique, on demande d'écrire la fonction courbe de P qui reçoit en paramètre la liste P de tuples qui représente les points interpolés. La fonction trace la représentation graphique des polynômes interpolateurs qui passent par tous les points de P. Le nombre de points générés dans la courbe est 500. Donc, c'est la fonction courbe de P. De la même manière, on va commencer par découper la liste grâce à la fonction découpe en deux listes, liste des abscisses et liste des ordonnées. On va générer grâce à la fonction linspace du module NP, donc on va importer les deux modules pour pouvoir faire le test. Donc linspace de la valeur minimale de x jusqu'à la valeur maximale de x. Ils nous ont dit qu'on va générer 500 points, donc on précise le nombre de points générés. Y1, il est calculé grâce à la fonction L de la question précédente. Donc x1 et p. Et par la suite, on va dessiner
Dans un premier temps, on va dessiner les points utilisés pour l'interpolation. On va les marquer par les points. Ensuite, on va dessiner le résultat de l'interpolation, c'est-à-dire la courbe. Des points plot x1, y1. On va afficher la grille et afficher la courbe. Voilà. Voilà pour cette question. Donc, on va essayer de faire le test. Pour la liste P, celle-là, on va créer cette liste et on va appeler la fonction courbe pour pouvoir voir est-ce que cela fonctionne. Donc, ça doit fonctionner sans problème. D'accord. Donc, il faut exécuter les cellules précédentes pour qu'il puisse reconnaître toutes les fonctions. On va les exécuter et par la suite exécuter la fonction courbe. Voilà. C'est bien la courbe donnée pour ton exemple. Voilà pour cette partie de calcul numérique du CNC de la session PSI 2023. On passe au problème Python. Donc, partie 3, problème Python, qui porte sur les fonctions de hachage, et plus particulièrement sur la fonction MD5. Ce sont des fonctions utilisées pour en grande partie dans la cryptographie. Donc, une fonction de hachage de l'onglet hashfunction est une fonction particulière qui, à partir d'une donnée fournie en entrée, calcule une valeur de sortie servant à identifier rapidement la donnée initiale, au même titre qu'une signature pour identifier une personne. La donnée d'entrée de ces fonctions est souvent appelée message. Donc on donne à la fonction un message et il nous renvoie un code, un haché ou bien une empreinte numérique. Une fonction de hachage idéale possède les propriétés suivantes. La fonction est déterministe, c'est-à-dire qu'un même message aura toujours la même valeur de hachage. Il est impossible pour une valeur de hachage donnée de construire un message ayant cette valeur. Il est impossible de trouver deux messages différents ayant la même valeur de hachage. La modification de le message modifie considérablement la valeur de hachage. Mais il existe plusieurs algorithmes de hachage, MD4, MD5, MD5 qu'on va traiter dans ce sujet. C'est une fonction qui a été inventée en 1991. Donc à partir d'un texte de taille maximale 2 à la puissance 64 bits, c'est-à-dire 2 pétaoctets, cette fonction produit un haché de 128 bits représenté par 32 caractères hexadécimaux. Et vous avez des exemples. Pour le message concours CNC 2023, ça c'est la valeur du MD5. Et pour le message concours CNC PSI-2023, ça donne un autre hash, un autre code. Premièrement, manipulation des bits. On demande d'écrire la fonction nom de x qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères x de taille 32 contenant une représentation binaire. La fonction autour de la chaîne de caractères z de taille 32 également. Les éléments zi de la chaîne z sont calculés en utilisant l'algorithme suivant. xi est un élément d'indice i dans x. Si xi est égal à 0, alors zi reçoit 1. Si xi est égal à 1, zi reçoit 0. Et vous avez un exemple. Voilà, donc ce qu'on va faire, donc problème partie 3. Question 1.
on demande de définir la fonction nom x. C'est une fonction qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères x de taille 32. C'est pas à nous de vérifier sa taille, ni vérifier sa validité. Donc on va le prendre tel que l'énoncé l'a énoncé. Donc c'est une chaîne c'est une fonction qui prend en paramètre une chaîne et renvoie une nouvelle chaîne. Donc par défaut, on va créer une chaîne vide et on va parcourir les valeurs de x. Là également, vous avez le choix de faire le parcours par valeur, par caractère ou bien par indice, tout comme une liste. Donc je pouvais écrire for c in x et vous faites le test. Si c est un 0, il faut ajouter un z par concaténation, c'est la chaîne 1. Sinon, on va ajouter la chaîne 0. On va faire ça pour chaque caractère de c de x. Une fois qu'on a traité tous les caractères de x, on sort de la boucle et on renvoie la valeur de z. Par exemple, si on prend l'exemple qu'ils ont donné, voilà, le 0 devient 1 et le 1 devient 0. Et ça, c'est pour tous les caractères de cette chaîne. Question 2. On demande ici à la fonction a de xy qui reçoit en paramètre deux chaînes de caractères x et y de même taille 32 contenant respectivement deux représentations binaires, donc deux chaînes de caractères. La fonction retourne la chaîne de caractères z de taille 32. Donc la fonction renvoie une chaîne de caractères. Les éléments de la chaîne z sont calculés en utilisant l'algorithme suivant. Donc x et y sont respectivement deux éléments de x et y de même indice i. Si xi est égal à 1, y est égal à 1, alors zi est égal à 1. Sinon, si l'un des deux est égal à 0, on ajoute 0. Donc xi et yi sont deux éléments de x et de y de même indice. Ce qui veut dire que cette fois, on va définir notre fonction et de x, y. C'est une fonction qui renvoie une nouvelle chaîne. Donc on va faire de même que ce qu'on a fait dans la question précédente. Sauf que cette fois, on va calculer. Vous avez le choix soit de travailler directement avec la valeur 32, puisque l'énoncé a déjà précisé qu'il s'agit de deux chaînes de taille 32. Sinon, vous pouvez calculer la taille de x, qui est la même que celle de y. Ensuite, on va travailler cette fois par indice. On va faire un parcours par indice, puisqu'on a besoin de la position des deux éléments. Donc, si x de i est égal à y de i est égal à 1, on va ajouter à la chaîne z la valeur 1. Sinon, c'est-à-dire que l'un des deux caractères est égal à 0, on va ajouter à la chaîne z la valeur 0. On sort de la boucle après avoir traité tous les caractères de x et de y et on renvoie la chaîne z. Il y a une alternative si vous ne voulez pas faire de test. Vous pouvez par exemple prendre x de i, le transformer en entier grâce à la fonction int, le multiplier par y de i, après l'avoir transformé également en entier, et le résultat final, vous le transformez en chaîne de caractères, vous l'ajoutez directement à z. Autre terme, vous pouvez écrire directement si vous voulez
que z est égal à z plus str de int x de i fois int de y de i. Si y de i est égal à 1, x de i est égal à 1, 1 fois 1 est égal à 1, sera transformé en chaîne de caractères et sera ajouté à z. Sinon, si l'un des deux est égal à 0, le produit, ça va donner 0. Et on va ajouter 0 à la chaîne z. Exemple, on va traiter cet exemple-là. Même exemple que l'on donné. Voilà, donc 0 fois 0, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0, ainsi de suite. C'est le même résultat donné par l'énoncé. Question 3. On demande d'écrire la fonction O de xy qui reçoit en paramètre deux chaînes de caractères x et y de même taille, 32, contenant respectivement deux représentations binaires. La fonction autour de la chaîne de caractères z de taille 32. Les éléments de la chaîne z sont calculés en utilisant l'algorithme suivant. Si x, y et y sont respectivement deux éléments de x, y de même indice i, ça veut dire que là également on va utiliser les positions des éléments dans x et dans y. Alors zi est égal à 1. Si xi est égal à 1 ou yi est égal à 1. Si les deux sont égaux à 0, zi est égal à 0. Et vous avez un exemple qu'on va traiter de la même manière. Donc, question 3. On va définir notre fonction. On va produire un autre message, donc une chaîne de caractères. Donc on crée une chaîne de caractères vide. On calcule la longueur de x ou bien de y, c'est la même. Ou bien on peut attribuer directement à la valeur 32 puisque c'est donné par l'énoncé. Puisqu'on va travailler par indice, donc on va boucler sur les indices pour i de n. Donc si x de i est égal à 1, ou bien y de i égale à 1, on va ajouter à z par concaténation la valeur 1, sinon, c'est-à-dire si x de i et y de i, les deux sont égales à 0, le caractère 0, il faut faire attention, on va ajouter la valeur 0. On sort de la boucle, une fois on a fait le traitement de toutes les valeurs de x et de y à la même position i, on sort de la boucle et on voit la chaîne construite. On va prendre l'exemple de l'énoncé. On va se limiter à 5 bits. Comme ça, on va pouvoir faire le test. Voilà, ça fait... Donc 1 et 1, ça fait 1. 0 et 0, ça fait 0. 1 et 0, ça fait 1. 1 et 1, ou 1, ça fait 1. 0 ou 1, ça fait 1. Voilà. Attention à l'indentation au début du code. Voilà. Ça, c'est pour la fonction OU. Question 3. On demande de la même manière d'écrire la fonction XOR qui reçoit en paramètre de chaîne de caractères x, y de même taille 32 contenant des représentations binaires. La fonction autour de la chaîne de caractères z de taille 32 également. Les éléments de i sont calculés de cette façon. Donc si x est égal à y, on ajoute 1. Sinon, on ajoute 0. C'est le même fonctionnement presque que la fonction précédente. Sauf que cette fois, on va
tester si les deux sont égaux, soit à 0, soit à 1. Donc, on va créer une chaîne vide également pour i range de m, si x de i égale à y de i, z égale à z plus 1, sinon z égale z plus 0. On sort de la boucle et on va à la de z. Là également, on peut utiliser cette syntaxe en écrivant z égale à z plus str de int de xi fois int de yi plus int 1 moins int de xi fois 1 moins int de yi. Sinon, on peut utiliser la solution donnée. On va faire cet exemple pour faire le test. On exécute. Voilà, 1, 0, 0, 0. 1, 1, 1. 0, 1 jusqu'à 1, 1, 0, 0. C'est le même résultat donné par l'énoncé. Ça, c'était la question 4. Question 5. On demande d'écrire la fonction rotation gauche de xp qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères x de taille 32 contenant une représentation binaire et un entier p tel que p supérieur ou égal à 1 et inférieur à 32, inférieur strictement. La fonction effectue une rotation des bits de x de p position vers la gauche, c'est-à-dire déplacer les premiers p bits de x à la fin de x. Donc la fonction retourne une chaîne de caractères. On peut le faire, on va le faire de plusieurs manières, soit pour couvrir la chaîne x et prendre les p premiers caractères, les isoler, ensuite prendre les p suivants, le reste, les l moins p avec la longueur de x, les mettre dans une autre chaîne et concaténer les deux, soit on peut le faire par slicing. On peut le faire par slicing. On va prendre les caractères de la position P jusqu'à la fin. On va éliminer les caractères du P premier caractère. On va les placer au début, à la fin, pardon. Donc si on prend l'exemple qu'ils ont donné, on remarque très bien, si on exécute, on remarque très bien que les 12 premiers caractères ont été placés au début, à la fin. Voilà pour cette question. La fonction suivante, la question 6, question addition de xy. On demande d'écrire la fonction addition de xy qui reçoit en paramètre de chaîne de caractères x et y de même taille 32, contenant respectivement deux représentations binaires. La fonction retourne la chaîne de caractères de taille 32, résultat du calcul en modulo 2 à la puissance 32 de l'addition binaire de x et y. Et vous avez la règle de l'addition binaire. Donc 0 plus 0 égale à 0, 0 plus 1 égale à 1, 1 plus 0 égale à 1, 1 plus 1 égale à 1, 0. Donc on écrit le 0 et on retient 1. Et 1 plus 1 plus 1, c'est 1, 1. On écrit 1 et on retient le 1. Question 6, addition, y.
ce qu'on va faire, on va faire l'addition de droite à gauche. De droite à gauche, donc depuis le dernier caractère jusqu'au premier, donc on va calculer la longueur de x, ou bien on peut affecter directement à x la valeur 32, puisque c'est donné par l'énoncé, comme on l'a dit. Par la suite, on va créer une variable qui en soit une chaîne vide, puisqu'on va renvoyer la somme de deux chaînes de caractères représentant des représentations binaires. Donc ce sera une chaîne de caractères en fin de compte. Dans certaines opérations, on aura un retenu à prendre, qui est égal à 0 par défaut au départ. Donc on va commencer par l'indice du dernier bit jusqu'à moins 1 avec un pas de moins 1, donc on va arrêter à 0, c'est-à-dire le premier bit. Ce qu'on va faire, on va prendre x de i, le transformer en entier, y de i également, en laissant plus le retenu. Dans ce cas, vous avez les cas que vous avez ici, soit le résultat ce sera 0, soit le résultat sera 1, et dans ce cas on n'aura pas de retenue pour la prochaine opération, soit le résultat sera 2, donc c'est un 0, soit 3, c'est-à-dire c'est un 1, et le résultat ce sera, donc on aura un test à faire, si c est supérieur à 1, ça veut dire que le résultat était soit 2 soit 3, donc dans ce cas on aura un retenu qui est égal à 1, sinon le retenu sera égal à 0. Ensuite, dans R, le résultat, ce sera STR de C modulo 2. Comme ça, si le résultat est 2, on va ajouter 0. 1 plus 1, c'est 0. Si le résultat est 3, ce sera 3 modulo 2, c'est 1. Plus ce qu'il y a déjà dans R. Et c'est STR de C modulo 2 plus R et non pas R plus STR de C modulo 2. Comme ça, le dernier calcul sera le bit de poids le plus fort. On sort de la boucle et on renvoie la chaîne résultante. Donc si on teste pour l'exemple donné par l'énoncé, voilà, exécute, on voit très bien que ça donne le même résultat. Partie B, initialisation des variables de hachage. L'algorithme de hachage MD5 utilise une variable globale R initialisée par la liste composée des 64 constantes suivantes. L'algorithme de hachage MD5 utilise aussi 4 variables globales de hachage H0, H1, H2, H3. Ces variables sont initialisées respectivement par les chaînes de caractères contenant les représentations binaires sur 32 bits des nombres suivants. Exemple, la représentation binaire du nombre 1, 7, 3, 2, 5, 8, 4, 1, 9, 3, c'est sur 32 bits, c'est celle-là. La variable H0, donc, il est initialisé par cette valeur. Question suivante. Écrire la fonction binaire de xt qui reçoit en paramètre deux entiers strictement positifs x et t, et que x est compris entre 0 et 2 à la puissance t. La fonction retourne une chaîne de caractères de taille t contenant la conversion binaire de x. Donc, vous avez un exemple. C'est une fonction classique. Donc, question 10, ça c'est la question 9.
On va définir la fonction binaire xt. On va envoyer une chaîne de caractères. Donc, tant que le nombre à convertir est différent de 0, ce qu'on fait dans CH, on va concaténer le reste de la division par 2, plus ce qu'il y a déjà dans CH, et x sera x sur 2 pour la prochaine opération. On va faire ça tant que x est différent de 0. Une fois x devient égal à 0, le travail s'arrête. C'est très bien que pour convertir un nombre en binaire, on le divise plusieurs fois par 2 jusqu'à l'obtention d'un quotient égal à 0. Une fois on a fait ça, on va ajouter autant de 0 à gauche qu'il y a de 0 qui manquent. Donc, le nombre de 0 qui manque, c'était moins n de CH. C'est le nombre T moins la taille de CH. Bien sûr, la taille de CH est inférieure ou égale à T. Une fois on a fait ça, on renvoie CH. On va tester pour l'exemple donné. Donc, binaire de 67 sur 8 bits, ça donne 0, 1, 4, 0, double 1. Voilà, 0, 1, 4, 0, double 1. Ça, c'est pour cette question. Question suivante. Question suivante. On demande d'écrire les instructions permettant d'initialiser les 4 variables globales de hachage H0, H1, H2 et H3. On a dit dans l'introduction de cette partie que l'algorithme de hachage MD5 utilise 4 variables globales de hachage H0, H1, H2 et H3. Ces variables sont initialisées respectivement par les chaînes de caractères contenant les représentations binaires sur 32 bits des nombres suivants. Donc ça, c'est le nombre utilisé pour la représentation, pour l'initialisation de H0, celui-là pour H1, H2 et celui-là pour H3. Donc, ce qu'on va faire, voilà. Donc, 1, 0, c'est binaire, premier nombre. Sur 32 bits. H1, c'est binaire. Et H2, et enfin H3, toujours sur 32 bits. La fonction. On continue. L'algorithme de hachage MD5 utilise aussi une liste variable globale K, initialisée par une liste composée de 64 constantes. Liste K est initialisée par les chaînes de caractères contenant les représentations binaires. Donc on va utiliser la fonction binaire sur 32 bits des parties entières des nombres suivants. Valeur absolue de sinus de i fois 2 à la puissance 32 pour i allant de 1 à 64. Question 9. On suppose que la fonction prédéfinie sinus est importée. From math import sinus. On demande d'écrire les instructions permettant d'initialiser la variable globale de hachage K. Les instructions, donc un programme, un script. Attention à utiliser une fonction. Donc on va importer le module, la fonction
la fonction sinus, donc format import sinus. On ne devait pas le faire parce que c'est donné par l'énoncé. Donc, pour notre cas, pour des raisons de test, on doit le faire. On va créer une liste. Donc, on crée une liste vide qu'on va remplir par la suite. Pour toutes les valeurs de 1 jusqu'à 65, 65 non inclus, on va arrêter à 64. On remplit, on peut le calculer en plusieurs étapes, c'est-à-dire on calcule la valeur absolue de sinus de i, multiplié, on va le multiplier par 2 à la puissance 32. Ensuite, on prend la partie entière de cette valeur et on la convertit en binaire sur 32 bits. On va ajouter AK, binaire de Z sur 32 bits. Ça, c'est l'initialisation de la liste K. Ça pour la question 9. Partie C, préparation du message. Le message initial qui sera haché est représenté par une liste contenant les codes des caractères du message. Par exemple, les codes des caractères du message concours espace CNC espace PSI-2023 sont les suivantes, sont les valeurs suivantes. Dans le message concours CNC PSI 2023, donc le message est représenté par une liste des codes ASCII des caractères représentant le message. On suppose que les éléments de la liste T sont tous des entiers positifs inférieurs strictement à 256. La préparation du message consiste à transformer la liste des codes T en une chaîne de caractères B contenant les conversions binaires des éléments de T, ainsi que la conversion binaire de la taille de T. La chaîne B sera ensuite découpée dans une liste de listes. Question 10. On demande d'écrire la fonction binaire de TXT de T qui reçoit en paramètre une liste T contenant les codes des caractères d'un message. La fonction retourne une chaîne de caractères B contenant la concaténation des conversions binaires des éléments de T. Chaque élément de T est converti en binaire sur 8 bits. Donc, question 10. On définit notre fonction binaire-xt de T. On va renvoyer en fin de compte une chaîne de caractères, donc on crée une chaîne vide. Pour chaque élément x in T, on va concaténer dans B la chaîne de caractères obtenue par conversion binaire de la valeur entière x sur 8 bits. On sort de la boucle, après avoir traité toutes les valeurs x de la liste T, on renvoie cette chaîne B. C'est tout le travail de la fonction binaire txt. Voilà pour cette question. Donc on considère la représentation binaire du nombre suivant sur 32 bits, subdivisé en octets. Pour calculer la valeur décimale à partir de cette représentation binaire, on utilise des puissances de 2 dans l'ordre décroissant des exposants, en partant du premier bit à gauche jusqu'au dernier bit à droite de la représentation binaire. Cette représentation est dite en big indien. Le premier octet à gauche est celui de poids le plus fort. Le dernier octet à droite est celui de poids le plus faible. La représentation binaire dite en digit indien consiste à inverser l'ordre des octets de façon à ce que l'octet du poids le plus faible soit en premier, à gauche, et l'octet du poids le plus fort soit à la fin, à droite, comme le montre la figure suivante. Question 11. On demande d'écrire la fonction little indien de S qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères S dont la taille est un multiple de 8, qui contient une représentation binaire en big indien. La fonction effectue la conversion de S en little indien. Donc, question 11. On définit notre fonction
qui s'appelle Little Indien. On va tout d'abord former une liste des représentations binaires de taille 8. Donc on va créer une liste. Par la suite, on va partir par indice de 0 jusqu'au dernier indice, donc l'un de S-1 avec un pas de 8. On va faire du slicing. On va ajouter à L une partie de S qui commence par l'indice I jusqu'à l'indice I plus 8 non inclus. Par la suite, on va créer une chaîne P, la chaîne qu'on va envoyer vers la fin. On va prendre chaque représentation une par une et on va faire une concaténation. Cette fois, on va commencer par X. Donc ça fait X plus B et non pas B plus X pour pouvoir inverser l'ordre des représentations. On va faire ça pour chaque représentation X. Une fois on termine la boucle, on renvoie la valeur de B. Ça, c'est tout le travail de la fonction Little Indien. Question 12. On demande d'écrire la fonction remplissage de B qui reçoit en paramètre la chaîne de caractères B qui contient la conversion binaire du message. La fonction effectue le traitement suivant. Quand on donne une liste d'étapes à faire comme ça, c'est comme si on a donné un algorithme. Essayez de le traduire au mieux que vous pouvez, mais dans la plupart des cas, vous allez réussir à répondre à la question. Donc, on va définir notre fonction question 12, la fonction remplissage B. Premièrement, on va affecter à N la longueur de B. Puis on va ajouter le bit 1 à la fin de la chaîne B. C'est l'un de B. On ajoute la chaîne 1 par concaténation à la fin de B. Ajoutez le bit 0 à la fin de la chaîne B jusqu'à ce que la longueur de B soit égale à 448 modulo 512. Donc, tant que l'un de B est modulo 512 est différent de 448, on va ajouter la valeur 0 à la fin de la liste. Ensuite, convertir le nombre n en binaire sur 64 bits en Little Indien dans une chaîne de caractères et ajouter cette chaîne à la fin de B. Donc, x égale binaire de n sur 64 bits. Ensuite, y égale Little Indien, la fonction qu'on a programmée auparavant, de x. Et on va l'ajouter à la fin de B. Dernière étape, je crois, c'est retourner la nouvelle chaîne B de taille 1 multiple 512. Donc, le chaîne B. Voilà, ce sont des étapes simples à faire en utilisant les fonctions précédentes. Je rappelle que même si vous n'avez pas fait une ou plusieurs questions concernant ces fonctions, vous pouvez les utiliser dans cette question et dans les questions suivantes. Question suivante. Question 13. On demande d'écrire la fonction découpe de B qui reçoit en paramètre la chaîne de caractères B dont la taille est un multiple de 512. La fonction effectue le découpage suivant de la chaîne B. Donc on a une liste d'étapes à réaliser. Là également, on vous donne l'algorithme, on va le suivre à la lettre. Donc, question 13.
c'est découpe B. Premièrement, la chaîne P est découpée en P sous-chaînes de taille 512 chacune. Donc on va calculer ce P. C'est tout simplement l'un de B divisé par 512. C'est le nombre de subdivisions. Par la suite, chaque sous-chaîne de taille 512 est découpée en 16 sous-chaînes de taille 32 chacune. Ces 16 sous-chaînes sont rangées dans une liste W minuscule. Donc on va tout d'abord créer une liste LB, des chaînes de B, voilà, une liste vide. Les chaînes de B de taille 512, for I in range de 0 jusqu'à l'N de B, avec un pas de 512. On va créer cette liste LB. On va créer également W. Voilà. On revient à la description. Chaque sous-chaîne de taille 512 est découpée en 16 sous-chaînes de taille 32 chacune. Ces 16 sous-chaînes sont rangées dans une sous-liste petit w. Grand W est une liste qui contiendra les P sous-liste W de taille 32 chacune. La fonction retourne la liste grand W. On peut le faire d'une manière séparée, donc on va le faire d'une manière séparée. On remplit la liste B, lb.append la partie de B de l'indice I jusqu'à l'indice I plus 512. Par la suite, on va créer notre liste W en W et on va faire le découpage de chaque élément de la liste LB. Pour chaque chaîne de LB, petit w, c'est une chaîne de taille 32. On va prendre une liste petit w for I in range de 0 jusqu'à l'N de X, un pas de 32. W.append X de I jusqu'à I plus 32, puisque ce sont des parties de taille 32. Une fois on a créé petit w, on va l'ajouter à grand W. On fait ça pour chaque chaîne X de LB. Une fois on a rempli la liste grand W, on va sortir de ces boucles et on va envoyer la valeur de la liste grand W. C'est le découpage de V. Ça, c'est pour la question 13. Question suivante, donc partie suivante, la partie de la compression. Pour chaque sous-liste W de la liste grand W, les cas de variables de H sont modifiés à l'aide de l'algorithme suivant. Donc les variables H0, H1, H2, H3 sont modifiées de la façon suivante. C'est-à-dire qu'on va les modifier. Donc c'est un algorithme également à suivre. On va le suivre à la lettre. Donc, question 14, on demande d'écrire la fonction compression de grand W qui effectue le traitement de l'algorithme ci-dessus. Question 14. La fonction compression de grand W. On a dit qu'on va modifier
les variables globales de hachage, donc il faut le signaler au début de la fonction pour ne pas créer de variables locales. On rappelle qu'une affectation qui concerne une variable à l'intérieur d'une fonction, ça permet de créer une variable locale, c'est-à-dire une variable qui n'existe qu'à l'intérieur de la fonction. Sauf si vous le déclarez clairement grâce au mot-clé global, ça veut dire qu'il y a des variables qui sont créées en dehors de la fonction. On va utiliser ces variables et non pas créer de nouvelles variables. Donc pour chaque sous-liste de grand W, ce qu'ils ont dit au départ, A reçoit H0, B reçoit H1, C reçoit H2 et D reçoit H3. On va le faire en parallèle pour gagner de l'espace. H0, H1, H2, H3. Ensuite, pour I allant de 0 à 63, en algorithmique, les bornes sont inclus. En Python, il faut écrire for I in range de 0 jusqu'à 64 ou bien for I in range de 64. Il y a des tests à faire. Donc si I appartient à un intervalle 0,15, donc if I y compris entre 0 et 15, ce qu'on va faire, F reçoit le OU entre le A de B et C et le A de non B et D. F égale OU entre le A de B et C et le A de non B et D. Et G égale à I. Sinon, si I entre 16 et 31, leave. Si I entre 16 et 31, on va faire F reçoit le O entre le A de D et B et le A de non D et C. Et G reçoit 5 fois I plus 1 modulo 16. Donc F reçoit le O entre le A de D et B et le A de non D et C. Et G reçoit 5 fois I plus 1 modulo 16. Sinon, si I entre 32 et 47, si I entre 32 et 47, alors F reçoit le XOR entre B et le XOR de C et D. Et G reçoit 3 fois I plus 5 modulo 16. Donc F reçoit le XOR entre XOR de B et C et le D. Et G reçoit 3 fois I plus 5 modulo 16. Sinon, le cas qui reste, alors le F reçoit le XOR entre C et le O entre B et non D. G reçoit cette fois I modulo 16. Donc F reçoit XOR entre C et le O entre B et non D.
et G reçoit cette fois I, modulo S. Par la suite, temp reçoit D, T reçoit C et C reçoit D. Temp reçoit D, T reçoit C et C reçoit B. Une permutation tout simplement. Ensuite, B reçoit l'addition de A, de F, de K, de I, de W, de G, pour laquelle on va faire une rotation gauche de R de I. Et le taux, on lui fera une addition avec B. On va le faire également en plusieurs étapes. Donc ça fait, on va simplement appeler ça C1. C1, c'est l'addition des deux premières valeurs, donc et F. C2, c'est l'addition de C1 et K de I. C3, c'est l'addition de C2 et de W de G. On va faire une rotation gauche de C3 et R de I, la liste qu'on a définie plus haut, liste globale. Et enfin, B reçoit l'addition de C de la rotation R et de B. Par la suite, A reçoit la variable temp. Donc, A égale à temp. Fin pour, donc on ferme la boucle. On va fermer la boucle en Python, ça revient à retourner d'un pas d'annotation. Et on va affecter à variable globale les valeurs aux valeurs finales. On va faire ça. Voilà. H0 reçoit H0 plus A, H1 reçoit H1 plus B, H2 reçoit H2 plus C, et H3 reçoit H2 plus D. C'est tout le travail de cet algorithme. On ferme la boucle principale, on ne va rien retourner. On va uniquement modifier les variables H0, H1, H2, H3. C'est une procédure. Voilà pour cette question. Dernière partie, calcul du haché final. Le haché final est obtenu par la concaténation des quatre variables globales de H0, H1, H2 et H3. Chaque variable en ligne indien. Ainsi, on obtient une chaîne grand H de longueur 128 bits. Le haché final est la conversion de H en hexadécimal. Chaque groupement de 4 bits dont H est remplacé par sa valeur en hexadécimal. Exemple, les quatre variables de H0, H1, H2, H3 en ligne indien sont les valeurs suivantes. Quand H est la concaténation de ces quatre valeurs, ça donne cette valeur. Pour un groupement de 4 bits, on va prendre 4 par 4. 1, 0, 1, 0, c'est 10, c'est A en hexadécimal. 1, 1, 1, 0, c'est 12, c'est E, ainsi de suite. Enfin, le haché final est composé de 32 caractères hexadécimaux. C'est celui-là. Question 15, écrire la fonction H finale qui retourne le haché final. D'accord, donc. Question 15, dernière. On va définir notre fonction H finale. On va concaténer les quatre variables H0, H1, H2, H3. On va créer une variable C qui contient H0 plus H1 plus H2 plus H3. Le H final, on va l'appeler quand H, ce sera une chaîne. Donc on crée une chaîne vide.
Par la suite, on va boucler sur les valeurs de C depuis l'indice 0 jusqu'à l'N de C avec un pas de 4. Comme ça, on va prendre 4 éléments par élément. Ensuite, on va prendre ces éléments, on va les appeler des parties. Donc P, c'est C de I jusqu'à I plus 4. Et on va faire la conversion de cette valeur en décimale, tout d'abord. On sait très bien qu'en décimale, ça consiste à un produit des valeurs de P, c'est-à-dire les bits, par les puissances correspondantes. Donc ça fait or J in a range 4, puisqu'il y a à chaque fois 4 éléments, T égale à T plus int de P de J multiplié par 2 à la puissance générale, 2 à la puissance ln de P moins 1 moins J. Ça fait 3 moins J. On va obtenir une valeur de T qui est entre 0 et 15. Entre 0 et 15, donc ce qu'on va faire, on va créer une liste qui contient ces valeurs. Il contient 16 valeurs, c'est-à-dire des chaînes de caractères str de I in a range de 9, de 10, donc on va atteindre 9. Donc les valeurs de 0 jusqu'à 9 se forment 10 chaînes de caractères. Voilà, vous pouvez le voir ici, juste pour un test. Voilà ce qu'on va obtenir ici. C'est une liste de valeurs de 0 jusqu'à 9 se forme de chaînes de caractères. Ce qu'on va faire à cette liste, on va ajouter une liste contenant les alphabets de A jusqu'à F. Ça fait au total de 0 jusqu'à F. Ce sont les caractères utilisés en hexadécimal. Ça, c'est notre liste plus conversion en liste des caractères A, B, C, D, E, F par ordre. Et par la suite, puisque D sera une valeur de 0 jusqu'à 15, ce sont des positions des caractères que je dois concaténer dans H, dans la liste L. Une fois on a fait le calcul, on va ajouter à H plus égale L de D. Une fois on a traité toutes les parties de 4 bits de la chaîne de départ de C, on va retourner la valeur de... pour terminer, on va essayer de faire un test. On va prendre les variables globales H0 de l'exemple, H1, H2, H3. Voilà. On va les copier. Ensuite, on va faire appel à notre fonction H final pour voir le résultat final. Il exécute. Voilà, AE, AA jusqu'à F de B7. Je crois que c'est bien ça. Voilà, c'est bien le code de H final obtenu.
Voilà pour cette correction. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Merci.